Bonjour à tous. Alors les inaptitudes, oui, c'est un sujet qui devrait passionner tous les partenaires sociaux qui en sont malheureusement restés qu'au versant financier, qui devrait passionner les institutionnels puisque le plan santé-travail 3 est centré sur le maintien dans l'emploi et comment travailler sur le maintien dans l'emploi sans savoir pourquoi les gens le perdent. Mais c'est un sujet qui a passionné tous les services de médecine du travail puisque depuis une quinzaine d'années maintenant, beaucoup de services ont lancé des études et les continuent. Donc l'étude qu'on va vous présenter, que je vous présente aujourd'hui, qui est coordonné par le Dr Smallwood et moi-même. Le Dr Smallwood est présent dans la salle. Alors, ça marche comment? Il faut appuyer sur quoi? Il y avait une... Bon. Voilà. Donc cette étude a été faite dans le Languedoc-Roussillon sur 3 années, 2012-2014. Elle a réuni 70% des médecins du travail des services interentreprises. J'inclus dans les services interentreprises le service santé BTP de Montpellier qui est présent également ici dans la salle. Et sur les pratiquement 8000 dossiers que nous avons étudiés, 17,4% font partie du BTP. Alors on va commencer par l'étude de l'entreprise. Donc la taille de l'entreprise, il y a une certaine surreprésentation des PME de 10 à 50 salariés, puisque dans le terrain réel Languedoc-Roussillon, les TPE de moins de 10 représentent 86% des entreprises. Là, on voit qu'il y a une majorité de PME. Quant au secteur, c'est majoritairement la construction qui l'emporte haut la main, suivi des travaux publics et des carriers, et ensuite toute la myriade d'entreprises du second œuvre. Il faut savoir que le BTP, effectivement, c'est quand même un secteur où il y a énormément de choix d'entreprises, et effectivement, l'agrégat de chiffres n'est pas toujours significatif. Alors maintenant, le salarié. Alors le genre du salarié, alors là, il n'y a pas de surprise possible, c'est un secteur peu féminisé. On a 10% de femmes dans la région. Là, elles sont 7% dans les INAP, donc c'est tout à fait cohérent. L'âge maintenant du salarié, on a 42% des salariés qui ont plus de 50 ans, alors que sur le terrain, ils sont beaucoup moins que ça, hein, ils sont entre 15 et 20%, pas plus. Et ensuite, chaque décennie va effectivement de manière décroissante, c'est la 4e, la 3e, et la seconde décennie, en sachant donc qu'il y a quand même 13% de gens inaptes chez les gens jeunes, ce qui est quand même toujours interroge beaucoup. Alors le métier, alors là, le grand gagnant, c'est le maçon. Un cas sur 3 touche le maçon alors qu'ils ne sont que 20% dans les effectifs des entreprises. Donc il y a une surreprésentation de ce poste-là. Ensuite viennent les manœuvres divers, poseurs, monteurs et de nouveau également toute la myriade de la trentaine de postes qui existent dans le secteur. Là c'est pareil, c'est difficile d'avoir des chiffres très significatifs là-dessus. Handicap. Alors, il y a 46% de salariés qui sont déclarés reconnus handicapés ou en cours. C'est un petit peu plus élevé que dans l'étude générale, qui ne sont que 41%. Sur l'invalidité, il y a 23%, un peu plus de 23% de gens qui sont, donc pratiquement 1 sur 4, qui disposent d'une invalidité. Et l'invalidité est majoritairement de seconde catégorie, ce qui grève très largement les possibilités de reclassement, vous l'imaginez. Là, sur l'invalidité, il n'y a pas de grosse différence par rapport à l'étude générale. La qualification est assez faible. Alors, quand je parle de qualification, bien sûr, c'est en termes de niveau d'études. C'est évidemment pas en qualification professionnelle. Niveau d'études, on a 86% de gens qui ont un diplôme entre CAP et moins. Ce qui peut aussi poser un problème sur la réadaptation, le reclassement professionnel. L'ancienneté dans l'entreprise, alors là, bien sûr, l'ancienneté d'entreprise, c'est l'entreprise sur laquelle on a fait l'inaptitude. Donc c'est la dernière entreprise dans laquelle les gens ont travaillé. On a pratiquement 40% de gens qui ont moins de 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Et après, bien sûr, ça c'est un peu corrélé avec le reste et l'âge, l'ancienneté diminue très progressivement dans la carrière professionnelle. L'arrêt de travail, alors le motif de l'arrêt de travail reste majoritairement de la maladie avec 63% de cas, alors que dans l'étude générale, donc qui regroupe tous les métiers, bien évidemment, on est à 76%. Donc il y a beaucoup plus de pathologies professionnelles dans les salariés du BTP et on le retrouve essentiellement dans l'accidentologie du travail,
puisque en AT, dans le BTP, on est à 27%, alors qu'on n'est qu'à 16% dans l'étude générale. En maladie professionnelle, c'est relativement à peu près pareil. Donc on a une pathologie professionnelle beaucoup plus importante dans le BTP. La durée de l'arrêt de travail, pardon, on a majoritairement des durées assez courtes, de moins de 12 mois. Encore une fois, il s'agit du dernier arrêt de travail qui a motivé l'inaptitude. Il y a pu en avoir bien d'autres après, ou plutôt avant, pardon. Mais globalement, dans le BTP, il y a des arrêts de travail un petit peu plus longs que dans l'étude générale. Alors, au niveau des pathologies professionnelles reconnues, qu'est-ce qui arrive? Ce qui est déclaré le plus souvent, ce sont des troubles qui touchent les membres supérieurs. Vous voyez, un canot carpien, les épaules, les coudes, les mains en accident de travail, mais également un petit peu les membres inférieurs, et en particulier sur les accidents de travail, ce sont les genoux qui arrivent en premier, ce qui est assez étonnant, et après toutes les pathologies rachidiennes. Donc c'est surtout essentiellement troubles TMS et accidentologie des membres supérieurs. Alors maintenant la procédure, là on rentre dans les choses plus techniques concernant les médecins du travail. D'abord on a 75% de salariés qui ont bénéficié d'une visite, ce qu'on peut qualifier de pré-reprise, en tout cas de visite avant la reprise, puisque ça concerne également les arrêts de moins de 3 mois. Alors ça c'est quelque chose d'extrêmement positif. Qui a beaucoup progressé toutes ces dernières années, ce qui nous permet quand même d'avoir une anticipation de la reprise, une clarification de la situation et un meilleur rendu au niveau de la stratégie concernant le salarié. Le danger immédiat, donc ça pour ceux qui éventuellement ne connaissent pas, le danger immédiat, ce sont les procédures qui sont faites en une seule visite sans demande de reclassement. Il y en a 23%. Dans l'étude générale, c'est un petit peu plus, on est à 29%. On peut l'expliquer, je pense, par le fait que les dangers immédiats est très souvent utilisés dans les problématiques de risques psychosociaux. Et il y en a un petit peu moins, effectivement, dans le BTP qu'ailleurs. Et quant au résultat de la procédure, eh bien, malheureusement, on a 91% de licenciements. Alors ce chiffre qui va peut-être vous paraître extrêmement mauvais, rassurez-vous, dans l'étude générale, on est encore pire, puisqu'on est à 95% de licenciements. Donc le BTP fait mieux que les autres branches. Alors maintenant, on a posé 2 questions aux médecins du travail. On a voulu savoir si eux, ils considéraient que l'inaptitude était en lien direct avec le travail. Rappelez-vous, dans la dipo juste avant, on avait 27% de pathologies professionnelles déclarées AT-MP. Là maintenant, on a demandé aux médecins, est-ce que vous pensez que la pathologie est au travail? Eh bien, dans 70% des cas, c'est-à-dire exactement le double, le médecin du travail fait le lien direct entre l'inaptitude et les conditions de travail et le travail lui-même. On lui a posé une deuxième question sur les possibilités de reclassement. Est-ce que lui voit le reclassement possible dans l'entreprise, oui ou non? On s'aperçoit que dans presque 30% des cas, le médecin estime que la personne aurait pu être reclassée. Alors vis-à-vis des 9% qui sont effectivement reclassés, vous voyez qu'on a quand même une marge de manœuvre, une marge d'amélioration en tout cas, tout à fait certaine. Et troisième point où on a une marge d'amélioration aussi tout à fait certaine, c'est le recours éventuellement aux services de maintien dans l'emploi, les services sociaux en général, qui ne sont utilisés dans ces procédures qu'à 19%. Alors certes, il ne faut pas les mettre à toutes les sauces non plus, hein. On n'a pas toujours besoin d'eux, mais on a une marge de variation et d'amélioration également certaine là-dessus. Alors en termes de pathologie, les pathologies principales dans les inaptitudes, ça ne fait de mystère pour pas grand monde, hein, c'est la rhumatologie, l'appareil locomoteur qui arrive extrêmement en tête et de très très loin, suivi par la sphère mentale, hein, psychiatrie c'est un peu réducteur, c'est la sphère mentale, et ensuite essentiellement cardiologie et neurologie. Ça c'est pathologie principale. Hein. Pathologie secondaire, alors dans 37% des cas, les gens présentent au minimum une deuxième pathologie, voire 3, voire 4. Alors on retrouve la rhumatologie qui caracole toujours en tête, mais cette fois-ci la psychiatrie, la sphère mentale augmente énormément puisqu'elle atteint la moitié des cas. Cardiologie, neurologie, on reste pareil, et l'endocrino, essentiellement avec le diabète, qui arrive à ce moment-là. Et concrètement, quelles sont les pathologies observées? Eh bien, c'est essentiellement les pathologies discales et canalaires, donc les hernies discales, les arthrodèses, les arthroses canalaires.
En deuxième viennent les troubles, on a dit psychologiques, c'est dépression, anxiété et risques psychosociaux. J'ai dit effectivement ils sont un petit peu moins fréquents que dans l'étude générale, mais ils sont quand même présents. Et ensuite, les TMS, des membres supérieurs, les pathologies articulaires, c'est l'arthrose, et les prothèses. On s'aperçoit qu'il y a pas mal de prothèses articulaires, hanches et genoux qui sont posées. Également, dans cette catégorie-là, il y a les algodystrophies qui sont une vraie plaie catastrophique dans le métier. La traumatologie, bon, ça c'est l'accident. Ça, on a fait le tour de tout ce qui était locomoteur. La cardiologie, c'est l'insuffisance coronarienne. La neurologie, c'est les AVC. Et les cancers, là je le dis de manière anecdotique, on en voit assez peu en définitive, puisque finalement les cancers arrivent beaucoup plus tard souvent que la carrière professionnelle. Et on en observe finalement assez peu dans le domaine où on voit les gens. Je vais vous demander de conclure. Oui, j'arrive justement, dernière diapo. J'ai essayé de faire vite. Perspective, je pense que le maintien d'emploi, c'est un art extrêmement difficile. Il nécessite d'abord une collaboration étroite entre le salarié et le chef d'entreprise, et ça, à mon avis, c'est pas encore gagné. Mais également, il y a beaucoup d'autres intervenants qui viennent, qui sont tous les professionnels de santé, qui soient bien sûr médecins du travail, médecins traitants, les auxiliaires, les institutionnels comme le SAMET et la GFIP, l'inspection du travail, le CHS, le DP, les psychologues, les services sociaux. Il y a énormément de gens qui rentrent en compte là-dedans, et qu'effectivement, pour réunir les morceaux du puzzle, c'est assez compliqué. Et très souvent, quand on entame une procédure d'inaptitude, on sait qu'on ira au licenciement directement. Alors je voudrais juste terminer sur le fait de remercier bien sûr les médecins du travail qui ont travaillé là-dessus, et souligner quand même l'expertise des médecins du travail qui sont les seuls à avoir des données individuelles et pertinentes sur les états de santé de la population, et qui sont à mon sens trop souvent oubliés par les pouvoirs publics, entre autres, dans l'analyse de la gestion des risques. Voilà, je vous remercie de votre écoute. J'ai essayé de faire vite.